Bonjour. Aujourd'hui, Élise Serrano va essayer de vous parler de Françoise Pauli, qui a été euh, professeure de français à la cité scolaire René Bière à Argelès. Et de par essence, elle est censée être quelqu'un pour qui la culture est essentielle. Mais au cours de cet entretien, nous allons essayer de faire découvrir aux auditeurs de la radio web de l'Université du Temps Libre comment elle a su concrètement rendre la culture accessible au plus grand nombre. Bonjour Françoise. Bonjour Elise. Tout d'abord, parlez-nous de vous, de vos études, de votre métier. Eh ben, moi, je suis d'origine ariégeoise. Je suis née dans la belle ville de Foix. Et à mon premier jour d'école, je suis sortie en me disant, c'est ça que je veux faire. Parce que la personnalité de mon institutrice m'avait fascinée. Et tout au long de ma scolarité, d'abord dans les classes primaires du lycée de Foix et puis au lycée lui-même, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont donné le goût de la lecture, le goût des mots, du mot bien choisi, du mot bien dit. Madame Calmont, ma première institutrice, qui m'a appris les premières fables de La Fontaine. Et si je pense aussi à une autre de mes institutrices, Madame Mélix, qui lisait à la perfection, je l'entends encore, nous faire découvrir Colette, Jack London, Théophile Gautier. Euh, Par la suite, j'ai rencontré en première notamment, un professeur d'exception qui était d'une très grande exigence, qui m'a remis un jour un devoir que j'avais un peu bâclé en me disant c'est indigne de vous, je serais presque rentrée sous la table. Et tout ça m'a conduite à l'université de Toulouse où j'ai suivi mon cursus, licence, maîtrise, CAPES. Et le hasard des nominations et la chance m'a envoyé au lycée d'Argelès, qui ne s'appelait pas encore lycée René Bière. Je m'y suis tellement plu que j'y suis restée. J'ai enseigné pendant 36 ans avec un grand bonheur. J'ai des souvenirs très heureux de cette période. J'ai gardé quelques relations même avec d'anciens élèves et je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix d'enseigner parce que tout simplement j'avais l'envie de transmettre, de transmettre le goût du beau, du bien écrit, le goût de la curiosité, le goût aussi de l'esprit critique, parce que quand on enseigne le français, on étudie aussi des auteurs qui ont bousculé les choses. Hein, et quand on donne aux élèves des pages de Montaigne ou des pages des écrivains des Lumières, il me semble que ça peut certainement les guider vers une réflexion qui ne soit pas du prêt à réfléchir, du prêt à penser, comme on en trouve trop souvent. C'était mon ambition. L'ai-je réalisé? Je n'en sais rien. Je m'y suis employée en tout cas. J'aimais aussi beaucoup faire écrire mes élèves, surtout quand j'avais des petites classes, parce que c'était une époque assez heureuse où nous avions encore suffisamment d'heures pour nous permettre de les faire écrire. Et c'est un bonheur de voir écrire des enfants qui savent tout d'un coup réutiliser une expression qu'ils ont trouvée, un mot qu'ils ont appris, qui leur a plu, et faire fonctionner leur imagination. Et j'ai conservé comme ça des petits fascicules écrits par mes élèves, en particulier les petits, les sixièmes et les cinquièmes, parce que je dois dire que ça a toujours été mon niveau de prédilection. Sixième et cinquième. Parce qu'on peut tout faire encore. Ils ont la curiosité, la fraîcheur, la capacité d'inventer. Et ça, c'était un vrai plaisir. Hein. D'ailleurs, à ma dernière année, j'ai dit je veux. C'était la première fois que je disais je veux. Terminer avec sixième et cinquième. Et on a exaucé ce vœu. Et j'ai terminé avec sixième et cinquième. Voilà un peu mon parcours. Et depuis que je suis retraitée, ben, j'ai conservé les mêmes goûts quand même. Hein. Donc, dans votre métier, vous aviez déjà des actions avec les élèves pour leur rendre la culture essentielle, entre guillemets. Leur rendre la culture essentielle, oui. Essayer de leur montrer que ce n'était pas quelque chose qui était forcément réservé à une élite, à ce que certains appellent péjorativement les intellos.
et qu'on pouvait très bien s'approprier une culture si on en a l'envie, peut-être en étant guidé, hein, parce qu'on a besoin quelquefois de gens qui vous ouvrent des portes. Voilà. Enseigner le français, ben, c'est ouvrir des portes. Voilà. Ils entrent ou ils n'entrent pas. Ils entrent à certains endroits et pas à d'autres. Mais on peut espérer que si les portes ont été ouvertes, même s'ils n'y sont pas entrés, ils savent qu'elles existent, ces portes-là. J'aime beaucoup l'expression ouvrir une porte. C'est la première fois que je l'entends en parlant d'un professeur de français, mais ça me parle, comme on dit. Mais moi, ça me paraît évident, oui, qu'on ouvre des portes. Voilà. Oui, parce que les portes, en plus, on choisit la porte qu'on peut ouvrir, quoi. Voilà. Ce n'est pas une porte pré-ouverte. Voilà. C'est soi-même qui l'ouvre. Bon, ensuite, vous avez été élu, hein, lorsque vous avez eu du temps pour vous, vous avez décidé de le consacrer aux autres. Donc, vous avez été élu à la municipalité d'Argelès et, bien sûr, chargé de la culture. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu. On m'avait dit que j'allais m'ennuyer à la retraite. Je savais que je ne m'ennuierais pas parce que c'est pas mon tempérament. Puis on est venu me chercher et je me suis dit, après tout, pourquoi pas? C'est un challenge comme un autre. J'ai du temps, effectivement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et donc, on m'a chargé de la culture. Et le gros morceau, l'essentiel de la culture, parce que Argelès-Gazost, il ne faut pas s'imaginer que c'est un désert culturel, hein. Nous avons des associations dynamiques, des associations culturelles dynamiques. Si on pense par exemple à tous ceux qui ont fait fonctionner, qui font fonctionner encore le petit théâtre de la gare, c'est vraiment important. Mais du point de vue, ça c'était une association, du point de vue de la municipalité, le gros morceau, c'était la bibliothèque. Et cette bibliothèque avait besoin d'être redynamisée, reprise en main d'une certaine façon. Et nous avons eu la chance de trouver 2 bibliothécaires qui n'étaient pas du tout du métier, mais qui étaient 2 femmes extrêmement complémentaires, qui avaient fait dans leur vie toutes sortes de choses, et qui donc ont une capacité d'adaptation assez phénoménale. Et puis, l'essentiel c'était qu'elles avaient l'envie. Et qu'elles sont arrivées, quand elles se sont présentées à nous pour postuler, elles sont arrivées avec des projets, avec des intentions. Ces intentions-là, elles nous ont vraiment parlé. Et nous les avons installées à la tête de cette bibliothèque qui a évolué vers plus d'heures d'ouverture et vers une alternance entre les 2 bibliothécaires qui, parce qu'elles sont complémentaires, a permis à tout public de trouver son compte. Pourquoi la bibliothèque? Eh bien, parce que quel est le loisir qui, pour une somme extrêmement modique, chez nous c'est 12 € l'année, gratuit jusqu'à 16 ans, quel est le loisir qui coûte aussi peu cher et qui permet d'emprunter autant de livres qu'on veut, autant de BD, autant de CD, autant de DVD, puisque nous fonctionnons avec le fonds propre, mais aussi avec les prêts de la médiathèque départementale. Donc, cette bibliothèque a peu à peu vu arriver de plus en plus d'adhérents. Et ce qui nous a fait le plus grand plaisir, c'est que nous avons vu arriver beaucoup d'enfants. Parce que les écoles, d'une part, ont été sensibilisées, les écoles viennent visiter la bibliothèque. Il y a des actions aussi de la bibliothèque en direction des écoles. C'est essentiellement le travail que fait Anne en direction des écoles. Et il nous a semblé aussi que c'était primordial, parce que un enfant qui a pris l'habitude, on peut espérer tout au moins, qu'un enfant qui a pris l'habitude de venir régulièrement à la bibliothèque quand il est petit, et il y en a de très petits qui viennent, on a inscrit des bébés même parfois, il va garder ce goût. Parce que il faut voir les petits quand ils vont dans la salle, qui prennent un livre, qui s'assiedent sur la petite chaise et qui feuillettent. Ils sont tout à leur contemplation, d'autant que la littérature pour les tout petits offre vraiment des livres merveilleux. Nous avons reçu l'autre jour en particulier Gaëtan Dorémus,
dont le plus récent ouvrage, Rosie, a été choisi pour l'opération Première Page, pilotée par la bibliothèque départementale et le conseil départemental, qui consiste à offrir leur premier livre tout petit. Bon, nous avons reçu Gaëtan Dorimus, et autour du livre de Gaëtan Dorimus, il y a eu un petit spectacle monté par 3 bibliothécaires, une d'Argelès, une de Cauterets, une de Batte-sur-Guerre, et ce petit spectacle autour de Rosie l'araignée a tourné dans plusieurs bibliothèques pour le plus grand bonheur des mamans, des petits, des assistantes maternelles, et c'était vraiment un bonheur. Argelès, ça s'est fait dans le jardin de la bibliothèque parce qu'il faisait très beau. Et c'était vraiment un bonheur de voir ces tout petits qui écoutaient ou qui n'écoutaient pas, mais qui riaient quand il y avait à rire, qui allaient voir l'araignée qui avait été fabriquée, la petite maison qui avait été fabriquée. Voilà. Et la cerise sur le gâteau, ça a été la possibilité de recevoir l'auteur de ce beau livre pour enfants, Gaëtan Dorimus, qui est venu nous parler de comment il conçoit son travail, et c'était passionnant, hein, c'était vraiment un monsieur très intéressant. Oui, mais la bibliothèque aussi donc initie des ateliers pour enfants, mais aussi c'est parfois un lieu d'exposition, hein, parce que j'ai vu des expositions de tableaux aussi parfois. Et vous avez aussi créé une association, non? Des mots pour le dire. Voilà. Alors, j'ai créé une association, effectivement, qui s'appelle Les mots pour le dire. Malheureusement, elle est en sommeil depuis le Covid, hein. On essaie de la faire reprendre, mais ça devient un peu compliqué. C'est compliqué un peu pour toutes les associations. Alors, c'était autour de la lecture et de l'écriture, pour changer un peu. Nous avions à peu près une fois par mois une rencontre autour de la lecture où nous échangions des livres, et une fois par semaine un atelier d'écriture qui fonctionne tant bien que mal. Nous avons même une année fait une petite publication avec un choix de textes de l'atelier. Et là aussi, hein, l'atelier d'écriture, il y a des personnes de toutes sortes, certaines qui ont, disons, l'habitude d'écrire, d'autres pas du tout. J'ai vu arriver des gens qui m'ont dit: «Oh, je viens par curiosité pour voir, mais je n'ai jamais écrit». Alors on vient avec des complexes parfois. Puis certaines, c'est surtout des dames, hein, certaines se sont piquées au jeu et sont revenues. Voilà, comme quoi il faut pas avoir d'idées préconçues. Imaginer que ah non, ça c'est pas pour moi, c'est pour une élite, il faut être instruit, il n'y a pas besoin d'avoir une agrégation de lettres pour prendre un stylo et pour avoir envie d'écrire. Parce qu'on écrit avec ce qu'on est, avec son vécu, avec son expérience, avec son humeur du moment, avec son envie. Et je peux vous dire que parmi mes adhérentes de l'atelier d'écriture, je suis stupéfaite parfois de ce que j'entends, hein, quand on passe au stade où chacun lit ce qu'il a écrit, mais il y a des trouvailles, vraiment. Oui, mais elles peuvent faire ça parce qu'elles sont accueillies, elles ne se sentent pas jugées. C'est le principe de l'atelier d'écriture. En principe, il n'y a pas de jugement. Alors, il paraît que tous les ateliers d'écriture ne fonctionnent pas comme ça. On m'a raconté qu'il y a à Pau un atelier d'écriture qui a pignon sur rue et où l'animateur se permet de dire aux gens: c'est de la merde ce que tu as écrit. Alors les gens s'en vont, ils vont chercher un atelier plus accueillant. Non, on n'est pas dans le jugement. Bon, vous faites aussi des lectures à fréquence luce, c'est ça? Alors, je vais parfois présenter un livre à Fréquence Luz, où on est aussi très très bien accueillis. J'aime beaucoup la radio. Donc, c'était quelque chose qui me titillait depuis longtemps. Donc, je vais parfois à Fréquence Luz et j'y vais lundi prochain. Et en général, Anne vient avec moi parce que elle présente en général un livre littérature jeunesse et moi je présente autre chose. Pas toujours quelque chose de connu, parfois j'ai présenté des choses connues ou récentes, d'autres fois pas du tout, hein. Par exemple, j'ai présenté un roman de Genevois qui est peu connu et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Roux, c'est l'histoire d'un chat. Et bon, j'aime les chats, mais j'aime Genevois aussi. Et ce livre est vraiment une merveille. Je l'ai présenté il y a quelque temps à Fréquence Luz. Voilà. Et des lectures, j'en fais aussi parfois à la bibliothèque.
Par exemple, au cours de l'été, là, j'ai lu une fois sur Flaubert, dont c'était le 200e anniversaire. J'ai lu sur La Fontaine, dont c'était le 400e anniversaire. Et j'ai lu des textes de Brassens, parce qu'il aurait 100 ans cette année. Et que Brassens est une de mes grandes passions. Et que lire ces textes, c'est aussi un vrai bonheur, parce que c'est un versificateur hors pair. Je vais aussi lire parfois à la maison de retraite. Ah oui, Et, alors là, parlez-nous vraiment précisément de ce que vous faites, parce que ben, j'avais demandé à la maison de retraite si les résidents pouvaient être intéressés. Alors pendant un certain temps, on a pu, parce qu'ils allaient assez bien, on a pu amener un groupe assez régulièrement à la bibliothèque. Ça les sortait et ils venaient écouter des lectures. Puis c'est devenu compliqué de les transporter, donc c'est plutôt moi qui me déplace. Je vais à Vieuxac, hein, en général. Nous avons plusieurs maisons de retraite à Argelès. Et évidemment, pendant le Covid, pendant le confinement, nous avons été interdits de séjour, si je puis dire, à Vieuxac. Et là, depuis quelque temps, je peux y revenir. Ça devient un peu compliqué parce que les résidents de la maison de retraite sont de plus en plus âgés. Mais je me dis que, après tout, ceux qui viennent, s'ils en retirent quelque chose, si je vois parfois un petit sourire ou quelqu'un qui marmonne parce que je lis une fable qu'il a apprise et qu'il reconnaît, je me dis que ça peut leur apporter quelque chose. Et pour citer une anecdote, une fois, il y a déjà quelques années, j'avais choisi de lire, c'était un groupe assidu hein, qui venait toutes les semaines écouter la lecture. J'avais choisi de leur lire un extrait de Nos de Camus, Tipaza, Nos à Tipaza, qui est un texte lyrique magnifique. Et je voyais une des dames qui était subjuguée. Et à la fin, elle m'a dit, mais vous savez, je suis née en Algérie. Mon mari et moi, nous avons enseigné dans le sud algérien. Et Tipaza, j'y suis allée. Et pendant votre lecture, j'ai tout revu. J'ai retrouvé les odeurs, j'ai retrouvé tout ce que j'ai connu. Vous m'avez fait un plaisir immense. Donc ça, c'est une récompense parce que on ne s'y attend pas. Et voilà, j'étais ravie d'avoir procuré à cette dame ce plaisir qu'elle exprimait. Je continuerai à y aller lire. Oui. bon, et puis j'ai assisté récemment, moi, à une lecture autour d'une exposition. Alors, racontez-nous. Non, ça c'est une grande aventure aussi. C'est mon vieux complice, Marc Falgas, qui a été mon collègue, qui était prof d'art plastique ici, avec qui j'ai pas mal travaillé. Et il avait exposé une première fois à notre bibliothèque, et puis en dessous de ses œuvres étaient affichés des textes de notre collègue, Christian Sadger. Et bon, ça collait bien. Et puis, de fil en aiguille, Marc trouvait que c'était dommage que ces textes ne s'incarnent pas dans une voix. Donc, il m'a demandé si je lirais. Et puis, nous avons trouvé un autre acolyte, le professeur d'allemand, Joseph Roll, qui est venu lire aussi. Et nous avons fait comme ça plusieurs expos, pas simplement à Argelès, on en a fait à la médiathèque de Lourdes. Et une fois, Marc était invité d'honneur à Saint-Sever-de-Rustan, et on est parti avec armes et bagages. On avait même une musicienne à ce moment-là. On avait une prof de maths qui avait un petit accordéon diatonique et qui chantait un peu. Voilà, alors ça c'est un plaisir. Et cette année, j'ai eu l'honneur que Marc me demande d'intervenir sur une première expo qu'il faisait à Oloron-Sainte-Marie et sur celle du Paris à Tarbes, qui est une expo magnifique, vraiment, où ses œuvres sont très très bien mises en œuvre parce que le lieu s'y prête et que l'installation a été vraiment très pensée, très élaborée. Et j'ai eu le plaisir, effectivement, de commettre une lecture en bricolant avec des textes d'auteurs connus comme Le Clésio, comme Sartre, comme Camus, parce que l'univers de Marc est essentiellement urbain. Hein. Donc j'avais choisi des textes d'auteurs qui me semblaient coller assez bien pour animer son œuvre, et puis des textes que j'ai commis moi-même, et quelques textes également que Marc a écrits, puisque depuis quelque temps, il lui arrive, quand il fait une œuvre, d'écrire, et c'est amusant parce que ce qu'il écrit, c'est très bref, c'est très discret, c'est plein
Il y a des non-dits, enfin, quand on connaît Marc, c'est très parlant. Mais alors, comment cela se passe-t-il? Vous, vous regardez les tableaux et puis vous pensez à un texte ou est-ce qu'il y a des allées et venues entre le texte, le tableau, comment? Oui, il faut qu'il y ait des allées et venues. Là, bon, je connais assez bien le travail de Marc. Là, j'avais quand même regardé pour le pari d'assez près parce que, comme je savais qu'il y avait beaucoup de choses et que la lecture se ferait en déambulant, j'ai essayé de faire coller certains textes à certaines œuvres. Donc, j'avais vraiment repéré certaines œuvres, j'avais pris des notes et aussi bien pour les tableaux qui sont soit des collages, soit des mélanges collages acryliques que pour ce qu'il appelle les petites scènes, c'est-à-dire ces petits morceaux de vie quotidienne, de théâtre de rue, qui sont aussi très parlants et qui stimulent follement l'imagination. Hein, voilà, donc c'est comme ça que j'ai fonctionné. Après, quand j'ai eu fait le choix des textes, ben, il restait à les coudre ensemble pour pouvoir faire une lecture en continu d'à peu près quoi, 20 minutes. Oui, ce fut une soirée très réussie. Moi, quand je suis rentrée à la maison, je ne savais pas ce que j'avais retenu, si c'était le texte ou si c'était. Ça dépendait des tableaux. Euh, pour certains tableaux, j'avais retenu le texte, pour d'autres, le tableau, la figuration. Enfin, c'était une soirée particulièrement réussie. En tout cas, ça a été un très grand bonheur pour moi. Hein. J'aime beaucoup accompagner comme ça Marc dans ses. Puis je l'ai vu évoluer dans son travail aussi. Oui. Hein, et ça, c'est extrêmement riche. Enfin, vous allez nous parler de la création, hein, ça c'est votre œuvre, de la création avec d'autres du Salon du Livre d'Argelès-Gazost. Ah, alors ça a été la grande aventure. Hein. Alors c'est un jour l'association des commerçants d'Argelès, c'était en 2016, je crois. Qui nous dit oh, on aimerait bien avoir un salon du livre à Argelès. Et comme ils savaient qu'existait cette association des mots pour le dire, ils sont venus nous demander. Personne d'entre nous n'avait jamais fait ça. Il se trouve que Christine connaissait Florence Cortés, une éditrice qui pouvait nous aider en particulier avec son carnet d'adresses. Et donc, allez, nous avons dit, soyons folles, lançons-nous dans cette aventure. Et nous avons bravement entrepris de faire ce salon du livre en décembre. Nous avons choisi de le faire quelques jours avant Noël parce que nous avons la folie de croire qu'un livre, ça s'offre encore pour Noël. Et c'est vrai que ça s'offre encore. Et nous sommes lancés là-dedans. Et ce premier salon du livre, en 2019, nous avons eu le plaisir qu'il soit parrainé par Christian Laborde. Au culot, Christine s'est renseignée, a appelé son attaché de presse et il nous a dit oui tout de suite. Parce que c'est quelqu'un qui lui aussi croit qu'on peut populariser la culture au meilleur sens du terme. Et c'est ce qu'il nous a dit d'ailleurs quand il est venu, qu'il appréciait que des petites associations organisent comme ça des manifestations culturelles qui pouvaient parler à tout le monde. Alors ce salon, c'est un salon que nous avons voulu généraliste. Il y a aussi bien du polar que du roman de terroir, que de la littérature jeunesse. Nous invitons en général les sociétés savantes du département. Nous invitons aussi des éditeurs. Je vous parlerai après de la manière dont le salon est conçu cette année, si nous pouvons le faire. Et nous l'avons conduit donc 2016, 17, 18, 19 avec des parrains ou des marraines différentes. Nous avons eu comme parrain Xavier Sahut, qui est un fidèle de notre salon, qui fait avec beaucoup de talent de la bande dessinée et qui a toujours autour de son stand beaucoup d'enfants qui viennent faire dédicacer et il leur fait même un petit dessin. Et nous avons eu Anne Lasserre-Vergne qui à l'ouverture a fait un discours magnifique sur justement la transmission du savoir, de la culture. Et j'étais très sensible à son discours. Nous avons eu Georges Patrick Glaise, qui est aussi un des fidèles. Et cette année, c'est Michel Tajan qui a accepté de parrainer notre salon. Et nous en sommes très, très, très heureuses parce que
ce roman Anna ou l'oubli qu'elle a publié il y a quelques années a obtenu vraiment un succès très mérité. C'est un très très beau roman. Et elle publie le dernier qu'elle a publié, La chute de la maison Lacasse, je crois, obtient aussi un bon succès. Voilà. Alors d'habitude, ce salon, nous le faisons dans la salle de la terrasse. Et comme dit une des éditrices, qui est une de nos fidèles, Danielle Thomas de Monélios, de petite maison d'édition basée à Pau, elle dit c'est un lieu invraisemblable entre ciel et terre pour se garer, on ne sait pas comment. Enfin, on n'y croit pas et puis finalement ça marche. Voilà. Alors cette année, nous avons été prudentes parce que vu les conditions sanitaires, nous nous sommes dit que mettre 30 auteurs, des sociétés savantes et des éditeurs, ça allait être compliqué. Donc nous avons demandé aux éditeurs et aux sociétés savantes de ne pas venir cette année, sauf une, je vous dirai laquelle après. Nous aurons donc 13 ou 14 auteurs dans la salle de la terrasse et nous avons pris le risque de demander aux commerçants d'Argelès s'ils accepteraient de recevoir un auteur dans leur magasin, dans leur boutique. Et ils ont accepté avec enthousiasme et les auteurs ont décidé de jouer le jeu aussi. Donc nous aurons, de mémoire, je crois que c'est 18 ou 19 auteurs dans différents commerces d'Argelès. Nous espérons comme ça créer une ouverture au salon, créer une dynamique dans notre centre-ville. Ça sera l'occasion, nous l'espérons pour nos visiteurs, d'aller à la rencontre de nos commerçants qui accueilleront les auteurs et nous espérons que ça fonctionnera. Nous avons, pour les sociétés savantes, nous avons fait une exception pour la Société d'études des Sept Vallées. Parce que la Société d'études des Sept Vallées, c'est vraiment un fleuron d'Argelès et nous n'envisageons pas de faire le salon du livre sans eux. Alors, comment faire? On ne pouvait pas les mettre dans la salle. Donc, nous leur avons demandé d'accueillir le public à la bibliothèque où nous aurons aussi des auteurs occitans. Donc, ils présenteront leur production, la Société d'études présentera ses productions aussi dans la bibliothèque. Ils pourront éventuellement faire visiter le local dans lequel ils travaillent, qui est juste à côté, et leur local d'archives, qui est intéressant aussi. Nous avons pensé que c'était quelque chose qui pouvait plaire au public, voilà. Et il y aura à la bibliothèque une très belle exposition que la Société d'études a présentée lors des Journées du patrimoine. Je crois que c'est Mademoiselle Frigoul et Madame Ripoll qui l'ont conçue, principalement sur les moulins. C'est une très belle exposition. Voilà. Voilà ce que je peux dire de notre salon du livre. Nous croisons les doigts pour pouvoir le faire cette année, puisque l'an dernier, nous en avons été privés. Voilà, nous l'avions annulé de toute façon assez tôt, parce qu'on voyait bien que... Donc c'est la 3e édition, c'est ça? Non, alors on a fait 2019, 2016, 2017, 2018, oui, 2019. oui. C'est la 5e édition. Oui. Et rappelez à nos auditeurs les dates. Alors, la date, c'est le samedi 11 décembre, de 10h à 18h30, à la salle de la terrasse et dans tout Argelès, y compris dans la bibliothèque. Il y aura un plan, il y aura même un programme que nous avons fabriqué. Tout est prêt, quoi, il n'y a plus qu'à le faire. Bon, mais est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, Françoise? Non, sinon vous dire que ça a été un grand plaisir de répondre à votre demande. Vous l'avez compris, je pense, j'aime parler. J'aime parler de ce que j'aime. Et j'essaie, j'ai un certain âge, j'essaie de ne pas perdre l'enthousiasme que j'ai eu toujours pour ce qui me tient à cœur. Voilà. Bon, ben merci Françoise d'avoir su aussi brillamment et avec autant d'enthousiasme parler de la culture aux auditeurs de la radio web de l'Université du Temps Libre. J'espère que nous serons nombreux à venir au Salon du Livre d'Argelès et ça serait une manière de rendre hommage à une personne qui toute sa vie a fait en sorte que la culture soit accessible à tous, quel que soit l'âge et quel que soit le niveau d'études des personnes. C'est sûr. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.